Mesdames et messieurs, bonjour. Nono Landou, à partir du village Kashobwe, c'est en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, où aujourd'hui nous rencontrons pour vous le président Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, également président du tout-puissant Mazembe, qui accepte de s'entretenir exclusivement avec nous sur des questions d'actualité qui touchent au pays. Bonjour Président. Bonjour. Comment allez-vous? Ça fait plus de 2 mois que vous êtes dans un village. Je suis dans le village, vous savez, le village a été frappé par les inondations. Je suis revenu aider un peu mes frères de mon village et les villages aussi qui sont à côté du village de Kashobwe, et aussi aider nos frères et sœurs concernant nos routes, parce qu'il n'y a plus de routes. Donc je suis venu dans le village faire ce que je pouvais faire en tant que citoyen congolais. On va évidemment revenir sur ces questions de route et d'inondation, mais dites-nous, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on vous a entendu vous exprimer sur les médias. Pourquoi cela? C'est vrai, vous avez raison, mais il faudrait savoir, le silence est d'or et la parole est d'argent. Moi, je suis un homme d'action. Je n'aime jamais parler. J'aime d'abord réaliser les choses. Évidemment, vous parlez en un jour spécial. On est le 20 mai 2020, une année déjà depuis votre retour d'exil. Et parlez-nous un peu en passant des souvenirs que vous gardez de cette journée et de ce retour-là. Vous n'aviez pas eu peur? Comment vous avez trouvé l'accueil sur place? Vous savez, je voudrais d'abord remercier la communauté internationale, tous ceux qui m'ont soutenu pendant mon exil en Europe, les États-Unis, la France, le pays de l'Union européenne. J'ai eu un grand soutien total aussi de la Belgique, donc de l'Angleterre, de tout le monde, et surtout l'Union africaine aussi. Je voudrais sincèrement dire merci à l'Union africaine, parce que, vous savez, c'était un grand combat. Et le plus grand soutien que je ne vais jamais oublier, c'est le soutien de la population congolaise. S'il n'y a pas eu de troisième faux penalty, c'est grâce à cette population. Et elle a cru en ce que je faisais en tant que gouverneur. Si j'avais un mauvais bilan, la population n'allait pas me suivre. Ils allaient accepter que M. Kabila puisse faire le 3e mandat. Quand je suis retourné, il y a des gens qui disaient « Moïse Katumbi n'avait rien fait pour la population, et il sera sanctionné par la population congolaise ». Dans toute la province où je suis passé, j'ai eu le soutien de la population congolaise. C'est grâce à mes frères et sœurs que je suis retourné. Mais le plus important pour moi, c'est que j'ai remarqué, il faut respecter la population. Il faut travailler pour cette population. La population que vous voyez aujourd'hui, elle est en train de souffrir. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble en tant qu'opposition, en tant que gouvernement, parce que nous sommes dans l'opposition républicaine, pour sortir cette population de la misère. La République démocratique du Congo a pris certaines dispositions pour faire face à cette pandémie. Comment trouvez-vous ces mesures et personnellement, quel est votre rapport à cette lutte? Vous savez, nous devons être une opposition, le gouvernement et la population congolaise, pour lutter contre cette pandémie. Nous devons respecter les mesures barrières recommandées par l'OMS et par les autorités. Nous continuons à sensibiliser. Je remercie les médias, je remercie aussi tous les artistes qui continuent à sensibiliser, et je remercie aussi nos équipes qui sont sur le terrain, à Kinshasa, un peu partout, pour sensibiliser contre cette pandémie. Le grand problème que nous aurons maintenant, après cette pandémie, comment est-ce que nous allons gérer la crise, la famine dans notre pays et l'économie de notre pays et le budget, c'est le plus important. Parce que cette pandémie va passer, mais la population doit continuer à vivre. Nous devons stabiliser notre économie. Vous savez que la faim a tué en Afrique et surtout dans notre pays plus que cette pandémie.
avez mentionné, on va y revenir, la crise économique qui vient et déjà sur terrain, on remarque l'envolée de taux d'échange des devises étrangères. Qu'est-ce qui peut être préconisé pour faire face à cette guerre économique qui commence? Je vais faire marche arrière. Je n'aime jamais parler du passé. Quand j'étais encore gouverneur, le dollar était à 920 maximum. Aujourd'hui, le dollar est à 1900, si je peux dire ça comme ça, 1900, 1925. Le dollar peut aller jusqu'à 2000 si on ne fait pas très attention. Mais le poumon économique de la République démocratique du Congo, c'était le Grand Katanga à l'époque. C'était le Grand Katanga. Mais qu'est-ce que j'avais fait avec mon gouvernement? Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, le pays exportait que 8000 tonnes de cathodes de cuivre lent. La Belgique nous avait laissé avec 300 000 tonnes de cathodes de cuivre lent. La Gécamine, à l'époque du PDG Moulendambo, ils sont arrivés jusqu'à 400 000 tonnes de cathodes de cuivre lent. Mais les Congolais n'aiment jamais lire. J'avais pris le code minier et j'ai regardé dans le code minier qu'il y avait interdiction d'exportation de minerais bruts. En ce temps-là, il n'y avait que la Gécamine qui produisait les cathodes de cuivre et il n'y avait pas d'autres usines. Et j'ai pris cette mesure qui était impopulaire mais qui était salutaire pour la République démocratique du Congo. Un jour, les gens vont écrire cette histoire. Et j'ai dit non à l'exportation de minerais bruts. Le gouvernement central m'avait envoyé le ministre Kabwe Loulou pour venir négocier avec moi pour que j'accorde au moins une année maximum. J'ai dit pas question. Être leader, être autorité politique, c'est travailler pour la population congolaise. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais interdit l'exportation de minerais bruts. Pas un jour de plus. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les prix sont en train de baisser? Combien de camions de minerais bruts partent vers la Chine ou d'autres pays? Bon, ça, nous sommes en train de tuer tout ce que nous avions construit avec mon gouvernement provincial. Les investisseurs qui nous ont fait confiance pour venir investir dans le pays. Quand il y a abondance de l'hétérogénéité de l'autre côté, mais le prix baisse. Et les dollars aussi. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on interdise cette histoire de minerais bruts. Parce qu'il y a des familles, des politiciens qui sont là-dedans, des gouverneurs qui sont là-dedans, mais on est en train de tuer toute une population. Quand nous avions interdit, il y avait Tenke Fungurume voulait aussi continuer à exporter les minerais bruts, que ce soit KCC, Glencore, tout le monde. Et j'ai dit non, pas question. Quand j'ai quitté en tant que gouverneur de 8000 tonnes de cathodes de cuivre lent, j'ai laissé la province à 1 300 000 tonnes de cathodes de cuivre lent. Et nous étions devenus deuxième producteur mondial. Et si on avait l'énergie, si le barrage Jinga ou d'autres barrages, tout ça, parce que tout était bloqué au niveau de Kinshasa, si on avait de l'énergie, on pouvait être le premier producteur mondial. Là, il n'y aurait pas d'inflation. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est un problème très sérieux. Le bilan 2019 jusqu'en 2023, c'est le bilan de l'IDPS. Ce n'est pas le bilan de la coalition. C'est un conseil que je donne à mes frères et au président de la République. Parce que moi, quand j'étais gouverneur, j'avais des gens que je travaillais avec, nommés à partir de Kinshasa. Mais le bilan de la province du Katanga, du Grand Katanga, c'était le bilan du gouverneur de la province, où ça ne marchait pas. Donc, pendant les 5 ans, les gens devaient me juger. Le grand problème aujourd'hui, les mandataires, ça fait plus ou moins, maintenant ça va faire 2 ans qu'on devait changer de mandataire. L'IDPS doit parvenir aussi à gérer, donc à mobiliser les recettes de l'État. Parce qu'en 2023, les gens ne diront pas non, c'était le résultat du FCC et IDPS. Non. Ils vont voir celui qui est au sommet, qui est le président de la République, le commandant suprême. Il est de l'IDPS. Le militant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, c'est parce que nous étions avec les FCC, mais la population ne va pas accepter ça. Il est temps qu'on change de mandataire.
Il est temps qu'on puisse arrêter cette hémorragie-là. L'argent était en train de partir tout le jour. Si quelqu'un sait, M. Nono Landou, qu'il est en train de partir, mais là, il faudrait voir ce qui se passe un peu partout dans la République. 80% des recettes sont volées parce que il sait il doit partir. Mais il ne faudrait pas que ces gens partent comme ça. Il faudrait des auditeurs. Parce qu'on ne joue pas avec l'argent de la République. Seriez-vous en train de suggérer ou de demander au président de la République de se désolidariser avec le FCC? Non, je ne suis pas en train de demander de se désolidariser avec le FCC. Je suis en train de dresser un constat qui est réel en tant qu'opposant. Parce que j'ai dit que je vais faire de l'opposition républicaine. Avec ma petite expérience en tant que gouverneur, qu'on puisse, je n'aime jamais l'autosatisfaction, mais qu'on puisse présenter le bilan de tout le gouverneur quand j'étais gouverneur jusqu'à aujourd'hui, qu'on m'oppose le bilan. La population est là pour juger. Je ne veux pas parler de moi-même, c'est très difficile de parler de moi-même. Je suis en train de donner un conseil. C'est bien la coalition, mais le résultat à la fin, c'est le président de la République. Ils peuvent continuer avec leur coalition, mais le grand problème, c'est le social de la population, c'est les infrastructures. Où trouver l'argent? Nous avons de l'argent dans notre pays. Quand j'avais parlé du budget de 100 milliards pendant les 5 ans, les gens se moquaient de moi et aujourd'hui on me donne raison. Mais le grand problème c'est quoi? C'est que je suis en train de dire au président de la République, au Premier ministre, les recettes ont tellement baissé. Si il y a réellement un jour où on doit lutter contre cette pandémie comme en Europe, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Aujourd'hui, déjà avec peut-être moins de 50 décès, l'économie ne marche plus. Mais le jour qu'il y aura des milliers et de milliers, parce qu'il y a des pays comme l'Italie, la France, où ils étaient arrivés à 1000 morts par jour. Mais avec notre économie, soyons quand même sérieux. C'est un conseil que je suis en train de donner. Je ne suis pas là pour diviser les gens, mais le résultat, le bilan, c'est le bilan du chef de l'État. Justement, parce que nous sommes en train de tourner autour de la crise de la Covid-19 et ses conséquences économiques entre autres. Mais vous, personnellement, qu'avez-vous fait de concret pour aider jusqu'à présent? Vous savez, on est en train de faire beaucoup de choses. Je n'aime pas parler de ce que je suis en train de faire. Il y a mes jeunes qui sont à Kinshasa. Il y a un peu partout à l'est du pays. Nous avons envoyé du matériel. Et nous continuons encore à envoyer du matériel. Nous avions envoyé aussi un lot de thermomètres laser et même de masques qu'on continue à distribuer. Mais je n'aime pas parler. Vous savez, moi, je suis un chrétien. Mais parfois, il faut parler de ça, malheureusement. Il ne faut pas oublier la population à cause du Covid. Le Covid est là, nous devons vivre avec, nous devons lutter ensemble avec, que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement. Nous devons être unis pendant cette période. Nous devons cesser la haine. Nous devons travailler pour que le pays puisse aller de l'avant. Président, c'est juste pas loin de votre village. Nous avons remarqué des inondations terribles. Votre village également a été frappé. Je ne fais pas ma promotion politique. Vous savez, je suis un citoyen congolais. S'il n'y avait pas le Covid, vous alliez me voir à Uvira. Vous alliez me voir à Malemba. Vous allez me voir à Kalemi. Nous ne devons pas tout attendre du gouvernement. Nous devons faire des choses pour consoler notre population et aider le gouvernement. Je sais, j'étais gouverneur de la province. Il y a des choses que le gouvernement peut faire. Il y a aussi les choses que nous devons faire en tant que citoyens congolais. L'amour du prochain, c'est quoi? Est-ce que j'ai interdit à d'autres personnes d'aller aider dans leur village ou d'aller aider les autres villages environnants? Non. L'amour du prochain, on apprend ça tous les jours et le Christ nous a laissé ça.
Aimez-vous les uns les autres. C'est le plus important pour moi. Donc, ce que je suis en train de dire ici, si M. X ou M. Z, M. F peut faire quelque chose dans son petit coin, de quoi nous allons épauler le gouvernement. Et en plus des inondations, il n'y a plus de routes. Toutes nos routes que nous avions laissées, par exemple, ici dans le Grand Katanga, n'existent plus. On vous a d'ailleurs vu marcher les pieds nus dans l'eau sur une route. Vous savez, j'étais en train de marcher pour montrer aux autorités qu'il ne faut jamais rester dans le bureau. Et il ne faudrait pas dire non, ça ce sont des routes nationales ou des routes qui n'appartiennent pas à la province. Quand j'étais gouverneur de la province, avec mon gouvernement provincial, mais M. Nono Landou, vous étiez témoin, nous, on quittait Lubumbashi le matin pour arriver à Dilolo le même jour. Combien de bus ont croisé le matin de Lubumbashi à Dilolo? Le bus partait de Lubumbashi à 6 heures pour arriver à Dilolo vers 16 heures. Le bus quittait Lubumbashi pour arriver à 6 heures du matin pour arriver à Kalemi à 22 heures. Mais aujourd'hui, toutes ces routes n'existent pas. Et je me rappelle ce que ma mère me disait, que le mot entretien n'existe pas dans nos langues congolaises. J'ai laissé de routes, que ce soit de Lubumbashi jusqu'à Kapanga, que ce soit de Lubumbashi jusqu'à Mitwaba, de Lubumbashi jusqu'à Uvira avec le projet Proroute, parce que le gouvernement provincial avait préfinancé aussi au début sur le projet Proroute. Alors, qu'est-ce qui restait? Et nous avions laissé des ateliers. Et ces ateliers ont été répertoriés. La maintenance seulement, là où il y a de bourbiers. Mais il ne faut pas oublier d'où viennent nos produits agricoles. Quand j'étais gouverneur de la province, prenons la route de Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi. Les camions faisaient combien de temps? 2-3 semaines pendant la saison de pluie. Après, c'était plus ou moins 5 heures. Mais c'était avec l'argent de la province. Hein? Ce n'était pas avec l'argent sinon congolais. J'ai construit le pont de Lualaba avec mon gouvernement provincial. J'ai construit la route avec l'argent du péage. Et cet argent du péage, tout était budgétisé quand on était encore dans le Grand Katanga pour que, après Kolwezi, qu'on aille jusqu'à Dilolo. Comme ça, on serait relié avec l'Angola. Le chemin de fer à Dilolo. Il paraît que vous vous opposiez. Mais c'est des bêtises. De l'Obito. C'est pour les gens vraiment qui ne sont pas intelligents. J'étais à Dilolo. On peut demander à la population de Dilolo. J'ai insisté pour qu'on puisse relier l'Angola avec Lubumbashi, Kolwezi par le chemin de fer. Et j'avais construit la douane, une douane moderne qui existe à Dilolo. Et j'avais écrit au gouvernement central sur la réouverture. Je suis parti en tant que gouverneur depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, pendant les 5 ans, j'avais le pouvoir de bloquer cette frontière-là. Non, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Les gens n'ont pas besoin de cette malhonnêteté intellectuelle. Qu'on aille montrer vous avez les images, vous pouvez montrer la douane. Quand je suis allé même inaugurer. Et j'ai écrit au gouvernement central, le salut du Katanga, c'est le chemin de fer de Lobito à Lubumbashi. Et là, même le trafic qui va vers la Zambie. Bon. Pourquoi je voulais mettre aussi la route asphaltée de Kolwezi jusqu'à Dilolo? C'est parce que tout ce qui arrive à partir de l'Angola, il y a les délais, il y a le coût de transport aussi en provenance de l'Europe. Et quand j'ai refait la route de Kolwezi, il y a les gens qui ne voulaient pas que je fasse, quelques politiciens heureux là, qui ne voulaient pas que je puisse faire cette route-là. Nous, à l'époque, en tant que gouverneur, je n'avais pas la redevance minière. Mais qu'on puisse nous dire où va l'argent de la redevance minière. Et cet argent de la redevance minière devait aller à l'asphaltage de Dilolo pour asphalter la route de Kolwezi aussi jusqu'à Musumba. Donc, avec le péage, tout ça. Kalemi, Mitwaba, j'avais commencé à asphalter la route de Mitwaba avec le péage.
et aussi avec la taxe voirie et la taxe concentrée. Qui avait créé cette taxe? C'était moi, M. Nono Landou. La taxe voirie ou la taxe concentrée. Combien de projets j'ai laissés avec cette taxe? Le problème qui est là, s'ils font le mal, je serai le premier à dénoncer et à donner des conseils. Justement, pour rester dans la même logique des infrastructures, on vous a dernièrement vu inaugurer une salle de réanimation moderne à Kashobwe. Certaines langues ont parlé de vous qui ne s'occupe que de votre village et que vous n'avez pas suffisamment laissé d'hôpitaux à travers le Katanga. En tout cas, je ne veux même pas énumérer le nombre d'hôpitaux, la réhabilitation des hôpitaux. L'hôpital Sendoué, j'ai réhabilité l'hôpital Sendoué, j'avais laissé le projet aussi. On vient de l'inaugurer. On vient de l'inaugurer, ce sont des projets que j'ai laissés en cours, mais vous avez les images. Et j'avais hypothéqué la taxe de la frontière de Kasumbalesa. On avait déjà fait une grande partie. Je peux énumérer quelques hôpitaux. Si je dois revenir à votre question. 1. L'hôpital du cinquantenaire à Lubumbashi. L'hôpital de Kipushi. La réhabilitation de l'hôpital de Sakanya. La réhabilitation de l'hôpital de Kolwezi Mwangeji. Et j'avais demandé à KCC de construire aussi un hôpital à Kolwezi à l'époque. J'ai réhabilité l'hôpital de Manono, j'ai réhabilité l'hôpital de Kalemi, j'ai réhabilité l'hôpital même de la SNCC. Et j'ai même réhabilité la clinique universitaire de Lubumbashi. Donc la liste est longue, je ne peux même pas énumérer ce qu'on a fait. Bon, si je venais de faire ça à Kashobwe, vous savez comment Kashobwe a été vilipendé. Quand je suis parti en exil, on a envoyé plus de 150 commandos dans un petit village. Ici, l'hôpital que j'ai laissé à Kashobwe et l'hôpital que j'ai retrouvé, c'était la mauvaise foi. Vous pouvez punir M. Moïse Katumbi, mais il ne faut pas punir la population. Cette population a droit de vivre. Et je peux vous parler d'autres infrastructures. Qu'on puisse me dire le nombre de kilomètres dans toute la République que le gouvernement central avait fait à l'époque, comparé avec ce que nous avions fait au Katanga, qu'on puisse me montrer seulement une province qui a fait plus de 1000 kilomètres de routes asphaltées et 4000 kilomètres de routes en terre. Et je peux vous dire, de Lubumbashi à Kasumbalesa, ça vous fait combien de kilomètres? C'est avec l'argent de la province. Ce n'était pas avec des dons de gauche à droite ou l'argent du gouvernement central. Le pont que nous avions construit sur la route de Kolwezi, changer tous ces ponts, c'est le gouvernement provincial. Il a quand même été inauguré. Non, mais vous savez qui l'a inauguré, mais il faut être correct. J'étais là quand M. Kabila avait inauguré le pont pour la deuxième fois. Il est allé même inaugurer le pont que j'ai construit à Kalemi pour la deuxième fois. Mais ça, c'est rien du tout. L'essentiel est que j'ai construit et la population sait qui avait construit cette route et le pont aussi. Mais j'étais tout le temps avec vous. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, que devons-nous faire ensemble pour sauver ce pays? Parce qu'on voit des bandits qui ont pillé ce pays se promener comme des rois dans notre pays. Cette impunité-là, aussi longtemps que ça va continuer, le Congo ne va pas décoller. Le Congo ne va pas décoller. Il y a des gens qui ont 2 milliards au détriment de la population congolaise. Non, trop c'est trop. Et cet argent pouvait revenir même pendant cette période du Covid et dire au gouvernement central, voilà, je remets ce que j'avais pris au détriment de la ville de Kinshasa, au détriment de la ville de Bukavu, au détriment du Kassak. Et on avait menti à la population. Qu'en ayant le découpage, vous allez voir les provinces seront développées. Où en sommes-nous aujourd'hui? Faisons le bilan, soyons honnêtes. Quel est le bilan que nous pouvons tirer aujourd'hui de ces découpages précipités? Ils ont découpé la province du Katanga parce qu'on disait Moïse est devenu très fort. Kyungwa Kumwanza est devenu très fort. Ils ont affaibli les Katangais. C'est les mêmes gens qui parlent aujourd'hui de l'unité katangaise. Président, vous aviez parlé
de l'impunité, mais apparemment ces derniers temps on voit un sursaut de la justice et entre autres des grandes affaires en cours qui impliquent des grands responsables. Quels commentaires par exemple avez-vous à faire sur l'affaire Kamere entre autres, et puis en passant sur l'affaire qui touche à l'évêque Mukuna? Vous savez, nous voulons un état de droit. Si nous nous sommes bâtis, c'est pour un état de droit. Je vais vous parler un peu du passé. Quand je devais démissionner, nous étions plus ou moins à 6 gouverneurs. Nous nous étions mis d'accord, l'argent est très mal géré au niveau de Kinshasa. Et les jours que je devais démissionner, j'ai appelé mes amis gouverneurs, soit ils étaient occupés, soit leur téléphone était éteint. J'ai compris qu'ils avaient beaucoup de cadavres dans leur tiroir. Et ils avaient chipoté dans la gestion des affaires de l'État. Et vous aviez vu comment est-ce que j'étais persécuté pour des bêtises. Ils ont fait plus de 22 audits quand j'ai quitté la province du Katanga. Dieu merci, quand on est honnête, on le restera. On peut vous vilipender, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la vérité reste têtue. Le procès de M. Vital Kamere et le procès du pasteur Mukuna, je connais bien tous les deux, et qui est au niveau de la justice, je ne peux pas parler de ça. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Il y a eu de morts dans notre pays. Pendant la Révolution, quand nous étions ensemble avec le nouveau président de la République au niveau de l'opposition, nous avions perdu le membre de l'IDPS, nous avions perdu aussi le membre de l'Église, les jeunes de Filimbi, les jeunes de Lucha. Il y a eu des gens qui sont morts, le Rossi Mukendi, tout ça. Aussi longtemps que cette impunité va continuer et qu'il n'y a pas de procès pour tous ces morts-là, je crois que ça sera très difficile d'avoir un état de droit. Qu'on laisse la justice faire son travail. Récemment, votre plateforme électorale Ensemble pour le changement avait été mutée en parti politique Ensemble pour la République. L'annonce a été faite avec grande pompe et puis par après, silence radio. S'il s'agit d'un mort-né ou les choses se poursuivent-elles? Vous savez, je voudrais d'abord remercier le président des partis politiques qui sont venus avec moi pour créer un grand parti politique. Je voudrais dire sincèrement merci à leurs partis qui ont accepté de faire un grand parti politique. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons annoncé la création de notre parti politique. Nous sommes en train de travailler avec le secrétariat général. Nous allons introduire bientôt au ministère de l'Intérieur toute la documentation et le moment venu, nous allons annoncer quand est-ce que nous allons lancer le parti politique. Le plus important pour moi, c'est de changer le Congo de demain. Et comment est-ce que nous pouvons sortir de cette misère noire? Parce que nous avons un pays qui est très riche, un pays que tout le monde envie aujourd'hui, mais où nous n'arrivons pas à décoller. Par rapport à cela, il y a quand même des gens qui pensent que l'opposition est inexistante actuellement en RDC. Qu'est-ce que vous leur répondez? L'opposition est là. Je crois que la Mouka existe encore. Je sais que vous allez parler peut-être de la Mouka. Oui, justement. Mais il y a des problèmes dans chaque famille. C'est à nous de les résoudre. C'est ça même la démocratie. C'est ça même le socle de la démocratie. S'il y a des divergences, c'est à nous de montrer notre maturité. Nous sommes dans la Mouka, nous sommes là, et que l'opposition est là. Et l'opposition, pendant cette période
doit travailler main dans la main avec le gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Et je vous dis en passant aussi, combien de morts il y a aujourd'hui dans notre pays avec la malaria, la rougeole, et on a été frappé par Ebola aussi. Mais il y a aussi une grande pandémie qu'on oublie, l'insécurité. Ah oui, Au niveau, non, ce n'est pas seulement à Lubumbashi, c'est à Kolwezi, c'est à l'est du Congo. Nous devons travailler ensemble. Nous devons sensibiliser notre population. On n'a pas besoin de morts. Il y a eu des gens qui ont été tués pendant la période de manifestation, qui restent impunis. Et cette impunité continue jusqu'à aujourd'hui. À Lubumbashi, quand j'étais gouverneur de la province, c'est un exemple que je donne même partout, que ce soit dans le Lualaba, responsabiliser l'inspecteur général de la police en donnant des moyens. Tel quartier, dites-moi le nom du commandant qui va sillonner ce quartier-là. S'il y a un problème, ce commandant-là doit se retrouver en prison. C'est comme ça qu'on protège une population. Et dans des quartiers aussi, le gouvernement provincial doit tout faire. Ils doivent diviser, par exemple, la ville de Lubumbashi, peut-être en 8 ou en 10, suivant le nombre de communes aujourd'hui et la commune annexe. Il y a des grandes communes où on peut avoir 3 commandants et leur responsabiliser et bien payer aussi les policiers. Nous demandons à tous les gouverneurs là où il y a de l'insécurité, ils doivent être près de la population. Mes chers amis, cette histoire de l'insécurité à Lubumbashi, mais il y a des responsables, il y a des policiers, il y a des militaires partout. Mais vous leur dites, s'il y a un problème dans telle zone, le type doit être sanctionné, il doit être puni. Avec tous les policiers qui ont été dans cette commune. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Personne n'est puni. C'est pourquoi je parle de cette impunité. À Kolwezi, que ce soit Lubumbashi, que ce soit Kasumbalé, ça quand on était là. La priorité numéro 1, c'était la sécurité. S'il n'y a pas une bonne sécurité, il n'y a pas des investisseurs. Je vois les jeeps de police, tout ça, mais responsabiliser des gens, diviser nos communes en 3 ou en 4 ou en 2. Tout dépendra du gouvernement provincial du Haut-Katanga, du Lualaba ou du gouvernement provincial de l'Ituri aussi. Aujourd'hui, on pleure de morts à l'est du Congo, même dans nos grandes villes. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Ça doit cesser. Cette population-là doit dormir tranquillement. Elles n'ont pas de quoi manger aujourd'hui. Y ajouter l'insécurité. Mais c'est une bombe atomique qu'on est en train de créer. Être responsable, c'est quoi? D'abord, c'est la sécurité de la population. Qui regarde s'il y a des policiers, s'il y a des commandants qu'on doit changer, qu'on les change. Qu'on les change. Trop, c'est trop. On a assez pleuré nos gens, même dans nos villes. Il n'y a pas la guerre à Lubumbashi ou à Kolwezi. Cette insécurité-là, quel est le rôle du Conseil de sécurité dans la province? Qu'on commence par sanctionner le commandant dans telle commune. Monsieur, je vous ai donné tous les moyens, le carburant, le véhicule et le frais de mission, tout ça. Et là, il y a eu des morts. Vous êtes responsable, vous êtes à la Cassapa. Vous les envoyez à l'auditorat militaire. Vous allez voir qu'il n'y aura plus d'insécurité. Vous aviez mentionné tantôt la Mouka. Est-ce qu'on peut savoir le genre de relation que vous entretenez actuellement avec, entre autres, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba? Vous savez, d'abord, dans la Mouka, nous sommes une famille. Dans une famille, il y a toujours des divergences, même dans nos propres maisons. C'est à nous de montrer notre maturité. Le plus important pour moi dans la Mouka est que le pays puisse aller de l'avant, qu'on puisse faire quelque chose
dans la Mouka pour aider le gouvernement à faire mieux. Nous sommes tous frères, mais il y a toujours des petits problèmes à gauche, à droite. Nous sommes en train de les résoudre. Il faudrait cette maturité politique. Il faudrait que la démocratie aille de l'avant. Dans la démocratie, et M. Nono Landou, il y a parfois des petits problèmes. Président, c'est aujourd'hui une année depuis votre retour d'exil et l'opinion sait que c'est largement à cause du régime Kabila que vous aviez été contraint à cet exil. Quelles sont vos relations actuellement avec M. Kabila lui-même? Vous a-t-il contacté récemment? Avez-vous échangé? Je suis un homme très constant dans ce que je fais. Je ne voulais pas qu'on touche à la Constitution. Vous savez, les gens nous condamnent aujourd'hui, qu'on a travaillé avec l'ancien régime. Oui, j'ai travaillé avec l'ancien régime. Mais même quand j'étais avec l'ancien régime, j'étais un morceau dur. J'étais en train de dénoncer tout le mal parce que je voulais un état de droit. Je voulais le respect de la Constitution. Je voulais un état de droit réel. Et c'est pourquoi j'avais lancé qu'il ne fallait pas accepter le troisième faux penalty. Et les Congolais ont beaucoup souffert. Et j'avais dit à M. Kabila à l'époque, un jour de plus, après 2016, c'est un mort de plus. Et il pouvait éviter ça. Il pouvait être le père de la démocratie. Qu'est-ce qu'il a gagné en essayant de rester 2 ans encore au pouvoir? Au contraire, il nous a légué la désolation. Aller profaner même nos églises pour le pouvoir. Parce que vous aviez souvent parlé d'opposition républicaine, et s'il s'avérait que l'actuel chef de l'État vous tende la main, accepteriez-vous de pouvoir travailler avec lui? Vous savez, une opposition républicaine, il faut bien comprendre, ce n'est pas une opposition complaisante, c'est une opposition exigeante. Si je choisis d'être dans une opposition républicaine exigeante, c'est pour aider le pays à aller de l'avant. Je ne cherche pas un poste. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que les choses changent dans notre pays. Les chefs de l'État ont un grand parti, le parti du fait Étienne Tshisekedi, que son âme repose en paix. Ils se sont battus pendant très longtemps. Ils sont très nombreux, ils sont au pouvoir. Nous sommes là pour contrôler ce qu'ils sont en train de faire et donner des conseils là où il faudrait donner des conseils. Les dernières élections présidentielles en République, pas seulement présidentielles, en général, les dernières élections ont quand même été très contestées. Que pensez-vous, quelle sera votre contribution pour éviter à ce que les prochaines élections en 2023 ne subissent le même sort? C'était des élections chaotiques parce que le FCC ne voulait pas partir. Vous savez, il faut respecter la Constitution. Si M. Joseph Kabila avait respecté la Constitution et partir en 2016, il serait un grand président. Il serait le père de la démocratie. Aujourd'hui, Kabila n'est pas le père de la démocratie. Il y a eu beaucoup de morts, nos frères et sœurs qui sont morts pour le combat, pour que M. Kabila ne puisse pas avoir le 3e mandat et pour que nous puissions aller aux élections. Heureusement, j'avais la confiance de la population congolaise quand j'avais dit on ne va pas accepter le 3e faux penalty. Et la population m'a fait confiance. Si j'avais un mauvais bilan, la population n'allait pas me suivre.
Nous avons lutté avec nos frères et sœurs pour qu'on respecte la Constitution. Pour moi, c'est une grande satisfaction, mais le combat continue. On ne peut pas continuer à avoir des élections chaotiques dans notre pays. Il faudrait beaucoup de réformes au niveau de la CENI. Il ne faudrait pas qu'il y ait de complaisance. Parce que si on a une élection, une vraie élection transparente, c'est lors que le pays va décoller. Moïse Katumbi, on ne peut pas terminer un entretien avec vous sans parler football et précisément de votre équipe, le TP Mazembe, qui vient d'être sacré champion de la Ligue nationale de football. Donc après que le championnat ait été arrêté pour cause de Covid-19. Mais là également, il y a des mécontents qui pensent que vous avez été favorisé. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ils doivent voir d'abord le résultat, qui regarde le nombre de points entre le premier qui est Mazembe et le deuxième. Il y a une différence plus ou moins de 15 points. C'est comme le Paris Saint-Germain en France. Il y avait une grande différence entre le premier et le deuxième. Est-ce que la décision en France, quand le Paris Saint-Germain a été sacré champion, est-ce qu'on a favorisé Paris Saint-Germain? Non. Il y a le problème de cette pandémie et on a le nombre de matchs joués avec une différence de 15 points. Mazembe allait sortir champion. On allait peut-être avoir même une différence de 30 points. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est la vie de nos supporters. La propagation du coronavirus en Italie, c'était dans un stade lors d'un match de la Champions League. Vous voulez qu'on puisse contribuer aux morts dans notre pays? Dites-moi s'il y a des compagnies aériennes qui font Kinshasa-Lubumbashi ou Lubumbashi-Goma ou Lubumbashi-Bukavu. Et nous arrivons à la fin de cet entretien, Monsieur le Président. Un mot de la fin à l'adresse de la population. Je voudrais sincèrement remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant mon exil, qui n'a pas accepté qu'on nous marque le 3e faux penalty, une population qui était là comme sentinelle pour le respect de la Constitution, une population qui espère avoir un nouveau Congo, avoir un état de droit et jouir de toutes ces richesses. Je demande à tous mes frères congolais que nous soyons unis pour reconstruire notre pays. Et je demande aussi à tous ces groupes rebelles qui sont à l'Est en train de tuer le nôtre, de quitter là où ils sont. Aujourd'hui, c'est le temps de la reconstruction. Et le Congo a assez pleuré de mort. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la reconstruction de notre pays. Nous avons un pays très beau, où il y a tout. L'eau, des terres fertiles. Je n'aime jamais parler de minerais parce que le minerai, pour moi, un jour, il n'y aura plus de minerais. Mais au moins, l'agriculture peut renforcer notre économie et le tourisme. Un grand merci à tous ces gens qui se sont battus pour qu'il ne puisse pas y avoir changement de la Constitution. Et mes condoléances aussi à toutes les familles qui ont perdu leurs membres, qui ont été tués par ces inciviques parce qu'ils sont tombés à cause de notre pays. Ils ne voulaient pas l'injustice, ils voulaient le bien du pays, ils voulaient que la Constitution soit respectée. Les morts ne sont pas morts. Que le bon Dieu puisse le recevoir
dans son royaume et qui continue à intercéder pour notre pays, que nous puissions avoir un beau pays. Merci beaucoup. Leo anakuwa mtu mubaya, vizuri vyote munasaulika, ke atarudiaka, kwa bo atarudia. Atumbi kama mwena kufikia, nikupe imani, siku ni moya, utarudia. Tukunga shema tutakupokea. Kukusagwa ndo bongo, hata wote bana kusema mi kukutupa ndo bongo. Ya mingi bana sema kanya ni vya bongo, bana kuja bolize